Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire destiné aux candidats du concours de l'EN3S préparé par les élèves de l'EN3S. Donc nous on est la 61e promotion, moi je m'appelle Louise et ce soir je serai accompagnée de Cécilia. Bonjour, donc Cécilia, élève externe. Pour ma part, je vais vous parler de la culture générale à l'écrit et du droit public aussi, même si je l'ai passé plutôt à l'oral. Mais je vous donnerai des conseils généraux. Et n'hésitez pas à poser des questions aussi pour ceux qui préparent le concours sans préparation, puisque pour ma part, je n'ai pas suivi de préparation. Voilà, ensuite comme autre élève externe, on aura Johan. Bonsoir à tous, donc je m'appelle Johan, je suis également issu du concours externe et pour ma part ce soir j'interviendrai sur l'épreuve de notes de synthèse avec mon collègue Coladé et sur la protection sociale également avec ma collègue Lucille. Ensuite en élève interne, on va avoir Clémentine. Bonjour à tous, donc moi je suis également, en effet élève interne et ce soir on parlera ensemble de l'étude de cas. Autre élève interne, Lucille. Bonjour Lucille, donc je suis élève interne effectivement, issue de la branche VIS et je vous parlerai de la protection sociale avec Johan. Et enfin, on a un membre issu du 3e concours, c'est Coladé. Bonjour, je vais vous parler, je suis élève du 3e concours, issu du 3e concours, et je vais vous parler de l'étude de cas et de la note de synthèse. Voilà. Donc pour les modalités d'intervention, on vous rappelle que les participants, c'est mieux s'ils éteignent leur caméra et qu'ils coupent leur micro. On aura un temps de questions qui sera proposé à l'issue de chaque présentation individuelle. Donc on prendra les questions à la fois à l'oral et dans le chat. Voilà. Et on répondra aussi, on essaiera de répondre aussi aux questions que vous avez posées dans le questionnaire qu'on vous a envoyé. Par contre, attention, ce webinaire, il va être disponible en replay. Voilà, donc je vous dis ça si vous voulez, peut-être, si vous préférez comme ça, poser vos questions sur le chat. Voilà. Donc pour rappel, les épreuves écrites de l'EN3S seront proposées le 7, le 8 et le 9 juin pour des résultats d'admissibilité qui seront fin août. Je tiens à vous souligner qu'après le concours, il faut prendre un petit moment pour souffler, mais surtout, il ne faut pas lâcher les révisions parce qu'on aura les résultats. Donc les résultats d'admissibilité sont bien avant, mais après, les épreuves d'admission sont juste après, sont en septembre en fait. Donc même si on n'est pas sûr de soi, il faut continuer à réviser parce que les épreuves orales, elles commencent le 20 septembre et donc on va vivre 20 jours d'enfer si on n'a rien fait avant. Je vous rappelle aussi qu'il y aura un prochain webinaire qui sera proposé par nous, par la prépa des élèves de l'EN3S, pour la préparation des épreuves orales, une fois que le concours écrit aura été passé. Donc voilà, aujourd'hui on va présenter toutes les différentes matières à l'oral. Ensuite on va vous proposer des conseils de méthodo et on va répondre à vos questions pour chaque matière différente. Voilà. Donc on va commencer par la première épreuve au choix, qui est COEF 4 pour le 3e concours et COEF 5 pour les internes et les externes, et qui dure 5 heures. Et donc on va commencer par le droit public. Cécilia. Alors, donc, comme je vous l'ai expliqué juste avant, pour ma part, j'ai passé le droit public à l'oral. Il n'y avait pas d'élèves disponibles pour vous parler du droit public à l'écrit, donc je vais tâcher de vous en dire le plus possible. Donc pour commencer, c'est une dissertation en 5 heures, comme l'a dit Louise. Pour ce qui concerne les révisions, et ensuite je parlerai un peu de la méthode. Pour les révisions, moi je vous conseille de prendre c'est un petit peu tard, mais essayez d'être avec un livre avec lequel vous êtes à l'aise, à moins que vous suiviez une préparation, et à ce moment-là je vous conseille plutôt de rester sur les supports qu'on vous donne en préparation. Concernant les livres, je mettrai en fin de chat des propositions d'ouvrages. Et en ce qui concerne la méthode, c'est une matière qu'il ne faut pas prendre à la légère puisque ça peut permettre de se démarquer ou de se faire disqualifier. Donc c'est important de bien la réviser. En général, c'est plutôt des sujets assez généraux, c'est pas forcément très pointilleux, mais ça nécessite une certaine connaissance de la matière.
Donc ce que je vous conseille, c'est de prendre le programme, sur chaque thème, de faire le point de ce que vous connaissez et d'essayer d'étoffer vos points faibles. Voilà. Pour ma part, je pense qu'à 2 mois du concours, il est important de se focaliser sur les points faibles et les lacunes. Et c'est mon avis pour l'ensemble des matières. De temps en temps, de reprendre les choses que vous maîtrisez bien. Et puis respecter la méthode classique d'un plan plutôt en 2 parties, 2 sous-parties, avec le maximum d'exemples concrets. Je trouve que quand on regarde les meilleures copies, c'est un peu ce qui se démarque. Et n'hésitez pas à bien lire les rapports du jury, puisque que ce soit pour le droit public ou l'ensemble des matières, c'est vraiment une ligne d'information sur les attendus qui sont différents selon les concours. Je pense qu'il y en a qui passent différents concours. Donc vraiment, c'est important de les lire. Et juste avant de passer les épreuves, pour ma part, je les ai relus. Et ça m'a beaucoup servi, notamment en note de synthèse. Voilà, mais j'en dis pas plus. Mais voilà, pensez bien à lire les rapports du jury. Et la présentation de la copie aussi très important. Voilà, la propreté, la syntaxe, la grammaire, ça donne un bon état d'esprit. Et voilà. Ok, très bien. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Alors, est-ce que tu pourrais peut-être répondre aux questions sur le droit public? Ah non, il n'y avait pas de questions sur le droit public posées sur le questionnaire. j'en vois pas. D'accord. Bon, bah, dans ce cas-là, on va enchaîner sur l'économie. Et si vous avez des questions sur le droit public, n'hésitez pas à revenir dessus. Cécilia pourra vous Il y a une répondre. question. Ah, Les plans, alors les plans, je crois qu'il manque, c'est peut-être synthétique que voulait dire la personne. Synthétique type ENA sont acceptés. Alors je ne veux pas me prononcer au nom de l'école, mais il me semble qu'il faut rédiger intégralement la copie, hein, puisque la plupart des candidats vont le faire, donc ce serait se tirer une balle dans le pied que de ne pas le faire. Et puis ensuite sur les signes distinctifs, type les 3 étoiles en bas de paragraphe qui se fait beaucoup à l'ENA et dans d'autres concours, j'ai pas vu forcément de consignes là-dessus, donc je dirais de ne pas les mettre pour rester en lien avec les autres. Relatif à une thèse. Ah d'accord. Alors, je ne saurais pas répondre à la question, je m'excuse. C'est quoi la deuxième question? En fait, c'est... esthétique relatif oui. à une thèse. Ah oui, d'accord. Voilà. Vous m'entendez ou pas? Oui, Oui, on vous entend. On vous entend, je vous écoute. Au pire, je pose la question à Laura. Allez-y. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, c'est toujours une question que je me pose, c'est que les copies de droit, normalement, vous savez, ne présentent pas de verbe conjugué. Et dans les préparations type ENA, ils proposent pour la copie de droit public des formulations dans le plan et surtout pour les titres, où on retrouve une phrase qui aborde donc une thèse. C'est-à-dire que chaque sous-partie aborde une thèse spécifique qui doit rentrer ensuite en réponse et dans une dynamique. Donc moi ma question c'est de savoir si ça c'est ou pas validé par le jury, sachant qu'on m'avait dit que le jury en lui-même était souvent composé de juristes et donc qui avaient des préférences pour les plans très juridiques, sans verbe conjugué, avec D'accord. plus à l'ancienne. Oui, alors pour répondre à votre question, oui, c'est sûr que le jury, donc vous pouvez regarder sur le rapport du jury de l'année dernière et des années d'avant. Donc c'est des juristes qui corrigent pour la plupart les copies. Il y a 2-3 profs de droit, mais sinon en général c'est des juristes, enfin des gens issus d'études de droit. Donc je vous déconseille, pour ma part, après c'est mon avis personnel, je vous déconseille de partir là-dessus puisque en fait je pense qu'il faut rester dans un cadre assez juridique, donc éviter les thèses et tout ce qui est apport de doctrine de façon outrancière, puisque selon la personne qui corrige, elle peut ne pas avoir le même avis que la personne que vous citez, et donc c'est un risque que vous pouvez prendre pour étoffer la copie, mais il faut le faire avec parcimonie à mon avis. C'est pas du tout, peut-être que vous comprenez, ce que j'entends par plan éthique, c'est pas d'aborder les thèses et de la doctrine, loin de là, c'est juste aborder c'est des titres signifiants, si vous préférez, pour le dire autrement. Est-ce que ça vous parle plus, peut-être?
Oui, après c'est à vous de voir, je ne saurais pas vous dire plus sur la question. Bon, d'accord. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on va enchaîner avec l'économie. Donc moi j'ai passé économie à l'écrit. Et donc voilà, pour rappel, la dissertation d'économie, donc comme ces matières-là, elle prend 5 heures. Donc en 5 heures, vous avez largement le temps de dévouer au moins 1 heure à la compréhension du sujet. Voilà, voir aussi au plan, quoi. Donc ça dépend la vitesse de votre écriture. Ça c'est à vous de voir. Mais vous lancez pas avant 1 heure, ça sert à rien. Donc moi ce que j'avais fait qui avait bien marché, c'est que dans les premières 10 minutes, il faut écrire tout ce qui nous passe par la tête qui est lié au sujet. Et là, donc c'est pas mal parce que ça vous permet de penser à des choses très diverses, voilà, que ensuite vous pourrez écarter éventuellement, mais voilà. Donc pour commencer, l'intro c'est très très important en économie, dans toutes les matières, mais voilà, donc en économie aussi, c'est bien de commencer avec un chiffre ou une citation, de préférence quelque chose d'un peu funky. Ensuite vous avez des sources, vous avez beaucoup de sources, des rapports, etc., tout ça, des newsletters. Moi j'avais, je ne sais pas si vous connaissez Time to Sign Off, mais moi je m'étais abonnée à cette newsletter et ça m'avait donné pas mal de billes pour l'économie. Voilà, pour caler des petits trucs un peu percutants en intro. Ensuite, il s'agit de contextualiser, et en fait, en contextualisant, la problématique émerge assez naturellement. Donc voilà, expliquer pourquoi le sujet est intéressant, et après on fait l'annonce de plan, donc en quelques phrases, annoncer les grandes parties du plan. Pour le plan classique d'économie, je dirais que c'est petit a, 1A les faits, 1-2 les théories, ensuite les limites de ce qu'on fait en termes de politique publique et les recommandations. Mais vous n'êtes pas du tout obligé de suivre ce plan si vous avez une meilleure idée, si vous pensez faire par exemple 1A long terme, 1B court terme, etc. Vous pouvez y aller, le tout c'est que ce soit cohérent. Après c'est toujours sympa de pouvoir se raccrocher à un truc un peu classique, quoi. Voilà, quand vous parlez de politique publique, il faut toujours identifier leurs points forts et leurs points faibles parce qu'après ça vous sert beaucoup pour la suite. Ça va s'enchaîner assez naturellement quand vous parlez par exemple des points faibles des politiques publiques actuelles, et ben après vous pourrez parler de ce qu'on peut faire pour régler le problème. Voilà. Pour tout ce qui est préconisation, cette partie elle est super importante et donc vous pouvez surtout n'inventez pas des préconisations, ne préconisez pas des choses extrêmes. Il y a plein de rapports qui peuvent vous servir, la Cour des comptes, France Stratégie, des think tanks, l'Institut Montaigne par exemple. Et donc ça c'est super important. Moi ce que j'avais fait qui m'avait bien servi, c'était que j'avais fait une petite fiche avec des préconisations. Vous verrez qu'en réalité les préconisations souvent elles sont utilisables dans plein de thèmes différents. Ne serait-ce que investir dans l'éducation, quelques chiffres pour soutenir son argument. Et voilà, ça c'est vraiment super utile, je trouve. Voilà. N'oubliez pas d'illustrer chaque développement avec des sources. Donc l'idéal c'est de faire idée, interprétation, illustration avec des chiffres. Quand on peut, on n'a pas des chiffres sur tout, bien sûr. Et voilà, évitez les effets catalogues de théorie économique sans cohérence avec la suite, sans recommandation. Essayez de lier tout dans vos parties différentes. Et surtout, oui, que vos recommandations soient en accord avec les théories économiques que vous allez présenter. Il faut s'entraîner régulièrement à faire des plans. Je suppose qu'on vous l'a déjà dit, mais ça c'est vrai quoi, parce que ça fait gagner un temps fou quand on a compris à peu près comment les plans marchent. Le jour J, en fait, ça fait gagner un temps fou, quoi. C'est intéressant de connaître aussi un peu de microéconomie, surtout. Bon, il y a des sujets qui sont seulement microéconomie, c'est rare, mais surtout c'est toujours intéressant, ça vous démarque vraiment de puiser dans cette discipline pour illustrer vos propos vraiment. Ça, et aussi réutiliser ces connaissances en finances publiques ou en questions européennes ou même en droit, sachant qu'il ne faut pas du tout s'étaler sur le sujet, mais de temps en temps sortir un article, voilà, sans en parler des heures, c'est toujours intéressant, ça peut là aussi vous distinguer.
Et enfin, mon conseil, ce que j'avais fait qui avait vraiment bien marché, ce serait de constituer une base d'exemples personnels, de chiffres, d'exemples, tout ça, de théories économiques qui sont vraiment hyper versatiles et réutilisables. Donc comme je vous ai dit pour les recommandations. Voilà. Et enfin, pour la relecture, il y a plusieurs écoles, mais un conseil que j'avais trouvé intéressant, moi, c'était de se relire au fur et à mesure, à chaque fin de paragraphe ou à chaque fin de partie, parce que après, quand on arrive à la fin des 5 heures, en général, on est crevé, on n'a pas du tout envie de se relire. Et le fait de se relire, ça peut faire une pause aussi un peu dans le devoir. Voilà. Donc, c'est un peu les astuces que je pouvais vous donner vis-à-vis de l'économie. Est-ce qu'il y a des questions? Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui passent cette matière à l'EN3S. Donc, voilà. Non, il n'y a pas de questions? Il n'y a pas de questions dans le chat. Pas de questions dans le chat. Ok, il n'y en avait pas non plus dans le formulaire. Bon. Et n'oubliez pas que s'il n'y a pas beaucoup de personnes qui passent cette matière, c'est un moyen de vous distinguer. Voilà. Ensuite, on va faire un retour à Cécilia pour l'épreuve de culture générale, qui est passée cette fois-ci par beaucoup de monde. Oui, alors concernant la culture générale, donc il y a beaucoup de candidats qui la passent déjà premièrement. Ce qui est attendu, c'est une copie concrète et plutôt courte, dans le sens où la plupart des gens qui ont eu des bonnes notes, que ce soit au sein de l'école ou quand on regarde les meilleures copies, c'est pas forcément les copies les plus longues, donc il faut faire attention à ça, de ne pas se perdre dans les exemples. En ce qui concerne une méthode classique qui marche plutôt bien sur un peu tous les sujets. Et puis ensuite, je vous expliquerai un peu comment travailler. Donc en 1A, ce serait donc toujours plan en deux parties, deux sous-parties. Le 1A, ce serait l'état des lieux du problème. Donc où on en est à l'heure actuelle, qu'est-ce qui a été fait sur le temps long. Ensuite, le 1B, c'est qu'est-ce qui a été fait dans les 15 dernières années pour résoudre la problématique. Donc c'est vraiment les solutions qui ont été apportées sur le temps long, mais on exclut les 5 dernières années. Ensuite, le 2A, ce serait la problématique qui est revue à l'heure d'aujourd'hui, donc qui est confrontée aux nouveaux sujets de société, comme les nouvelles technologies, l'écologie, etc. Ça permet de trouver des pistes de réponse. Et le 2B, ce serait les solutions, que font les pouvoirs publics. N'hésitez pas. Alors, il faut savoir que le 2B, c'est le parent pauvre de la culture G, puisque souvent, dans les copies, il n'y a plus grand-chose à dire et on manque de substance. Donc là, si j'ai un conseil à vous donner 2 mois avant les épreuves, c'est d'étoffer au maximum la partie 2B en lisant des rapports. Il y a des livres qui sont très bien, je pense notamment à un livre de la documentation française sur les pouvoirs publics, les politiques publiques qui est très bien fait. Et attention au sujet X et Y. Donc sujet X et Y, c'est une notion et une autre. Donc à ce moment-là, ce qu'il ne faut surtout pas faire, et ça a été mis dans les rapports du jury et on a eu un sujet X et Y l'année dernière, c'est de faire l'un puis l'autre. Donc ce qu'il faut faire, c'est vraiment l'un dans... Alors comment il faut réfléchir? Il faut se dire l'un dans l'autre. Si je mets l'un avec l'autre, qu'est-ce que ça fait? Si je mets l'un sans l'autre, qu'est-ce que ça fait? Si je les mets à côté, qu'est-ce que ça fait? Si j'en mets un plus haut que l'autre, qu'est-ce que ça engendre? Si je le mets plus bas que l'autre, qu'est-ce que ça engendre? Donc ça va bien avec le sujet qu'on avait l'année dernière qui était l'individualisme et la solidarité, merci. Donc voilà, ça c'est vraiment un sujet qui se prête bien à cette méthode-là. En ce qui concerne la façon de travailler, pour ma part, je conseille en fait de prendre les grands thèmes de société et pour chaque thème de lister des références personnelles, comme disait Louise, ça c'est plutôt important et intéressant, des exemples, des contre-exemples de vos propres exemples, pourquoi pas des doctrines, des auteurs, voilà. Essayez en fait de prendre quelques références. Pour ma part, je pense qu'une quinzaine vraiment d'idées, ça suffit largement à remplir la copie. Enfin, en tout cas, pour ma part, ça suffit.
Et ce que je vous conseille aussi, c'est de prendre un temps de relecture. Et la méthode de Louise, elle est pas mal, le fait de relire partie par partie, puisque à la fin, en fait, on n'a plus le temps, clairement. Enfin, sauf pour ceux qui sont bien entraînés, mais pour ma part, j'ai manqué de temps sur la fin. Bien entendu, il faut finir la copie, faire une conclusion avec une ouverture si possible, mais si on n'a pas une ouverture qui est bien, il faut éviter parce que c'est la dernière image qu'on donne au correcteur. Comme je disais tout à l'heure, une copie lisible, aérée, des titres qui donnent l'idée phare. Et un conseil que je peux donner aussi, c'est quand vous relisez vos titres, donc des sous-parties et des parties, essayez de regarder si ça collerait à aucun autre sujet. À partir du moment où ça colle à aucun autre sujet et que ça répond bien à la problématique de base, normalement ce sera une copie qui obtiendra la moyenne, et si elle n'est pas trop mal faite, qui sera une bonne copie. Voilà pour ma part ce que je pouvais vous dire sur la culture générale. N'hésitez pas à poser des questions s'il y a besoin. Et je vous conseille aussi, pour ceux qui ne le connaissent pas, le livre d'Hugo Cognier, comme moi on ne fait pas de prépa, il y a pas mal de... Il y a pas mal de substances, et surtout au-delà de la substance, parce que c'est quand même très technique, il y a une façon de résoudre les dissertations qui sont assez intéressantes. N'hésitez pas aussi à consulter, je pense aux pages de l'EN3S avec les anciennes copies, les pages de l'ENA, l'ENM aussi qui a une belle épreuve de culture générale. Voilà. Il y a une question, est-ce qu'il faut conclure la copie? En droit, il est recommandé de ne pas insérer de conclusion par exemple. Oui, alors pour ma part, il me semble que dans les rapports du jury, il n'y a qu'en note de synthèse où on déconseille de faire une conclusion, c'est même, faut pas le faire, voilà, mais je ne spoil pas. Et pour la culture G, moi je conseille de faire une conclusion pour reprendre ce qui a été dit et faire une ouverture sur la suite des événements, voilà. En tout cas, c'est pas éliminatoire. Faut-il toujours citer une référence pour soutenir une idée? Alors, une référence, pas toujours, il faut essayer de les doser, mais un exemple, ça c'est évident, il faut toujours illustrer l'idée par un exemple. Et ce que j'ai oublié de vous dire aussi, le meilleur conseil qu'on m'a donné, c'est première phrase, idée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on écrit son titre, dès la première phrase, on doit mettre l'idée phare. C'est impératif parce que souvent les correcteurs ils lisent en fait la première phrase, bon ils lisent aussi la suite, mais voilà, la première phrase c'est très important, donc ça il faut le prendre en compte. Et ça je soutiens vraiment Cécilia en disant que ça s'applique même aux autres matières, même en économie, vraiment en haut de paragraphe, première phrase, idée phare du paragraphe. Ça, franchement, je pense que ça aide beaucoup les correcteurs et ça rend la copie, ouais, mes camarades sont d'accord, très agréable à corriger. C'est valable partout. Ouais, c'est valable partout, voilà. C'est un coup à prendre, mais vraiment, ça vaut le coup d'investir dedans parce que c'est pas très difficile et ça rend la copie beaucoup plus fluide. Et pour en revenir à la question, citer une référence, oui, donc avec parcimonie, mais surtout un exemple, c'est très important d'illustrer ce qu'on dit et ça permet de convaincre que c'est pas juste une idée qui est plaquée. Donc il y avait une question de Caroline que j'ai loupée. Pouvez-vous redonner la référence du livre? Johan a répondu, merci Johan. Et merci, en termes de longueur, existe-t-il un nombre de pages maximum ou conseillé? Alors encore une fois, tout ce que je vous dis, c'est mes conseils. Voilà, j'ai une note qui est très correcte, donc je me permets. Le nombre de pages maximum, je dirais, pour ma part, pas plus de 2 copies. Donc voilà, 8 pages, 8-10 au grand maximum. Voilà, à partir de 12, ça devient un peu compliqué. Et il faut voir aussi dans tous les concours, que ce soit le N3S, le NM, l'ENA, c'est pas forcément les copies les plus longues qui convainc le mieux. Donc voilà, moi je vous conseille de pas trop en mettre, en tout cas de mettre des choses qui vont droit au but, qui sont précises. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Je passe la parole. Tu as répondu aux questions qu'on avait posées sur le questionnaire? Ah, alors, excusez-moi, donc il y avait des questions qui avaient été envoyées en amont. Donc, alors pour la culture générale, faut-il avoir une approche spécifique à la protection sociale ou faut-il rester large?
Alors, ce qui est sûr, c'est que si on met des références de protection sociale, ce que j'ai fait pour ma part, je pense que c'est une plus-value dans la copie. Parce que même si ce n'est pas une épreuve de protection sociale, les correcteurs qui sont choisis, ça reste en général quand même des gens en rapport avec l'école qui sont plus ou moins dans l'institution. Donc, n'importe quelle référence bien choisie en rapport avec le sujet, hein, il ne s'agit pas d'en mettre à tout prix, mais une référence en rapport avec le sujet, c'est très bien vu. Je pense que c'est une plus-value, je pense vraiment que ça rajoute des points. Après, il ne s'agit pas de faire une sous-partie là-dessus. Voilà, il faut vraiment que ça vienne en termes d'exemples ou d'idées. Ça peut faire l'objet d'une idée dans une sous-partie, mais ça ne doit pas faire l'objet d'une sous-partie, à mon sens. Y a-t-il des thèmes spécifiques à travailler pour l'épreuve de culture générale? Alors, pour les thèmes, il y a des thèmes classiques, hein, l'école, l'immigration, enfin voilà, il y a vraiment des thèmes classico-classiques qu'on retrouve dans tous les manuels disponibles dans toutes les boutiques en fait. Hein. Vous prenez les sommaires et puis vous regardez les femmes. Il y a beaucoup de sujets qui sont jamais tombés, mais je ne ferai pas le pronostic dans ce webinaire. Même si je pense qu'il y a pas mal de sujets qui ne sont pas tombés. N'hésitez pas, vraiment ça c'est vraiment un plus. N'hésitez pas à regarder, à vous entraîner en faisant un plan détaillé sur les sujets qui ont été donnés dans d'autres concours. Et à ce moment-là, j'élargis, parce que je parlais de l'ENM ou de l'ENA, j'élargis à tous les concours de la fonction publique. Je pense à commissaires de police qui ont des sujets très intéressants, des PIP, CPIP, tout ce qui est un peu concours de la fonction publique du droit. Voilà, c'est vraiment des mines d'or d'informations et ça permet aussi d'aller plus vite puisque en fait, on ne va pas se mentir, soit on regarde la correction, soit on regarde les meilleures copies, on reprend les idées, on en rajoute 2-3 à nous, et puis je pense que sur un sujet, ça permet de balayer, de voir ce qui est attendu et de faire l'affaire. Voilà, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Eh bien, très bien, merci Cécilia. Ensuite, on va passer sur l'épreuve étude de cas, et c'est Clémentine et Colladé qui vont nous en parler. Je commence, ça te va? Oui, très bien. Alors, pour vous redonner le contexte, l'étude de cas, vous êtes placé dans un contexte particulier, vous êtes dans l'analyse d'une structure, que ce soit une entreprise privée, une structure publique, et qui arrive en règle générale à un tournant dans son fonctionnement, soit parce qu'il y a des défis à relever, soit parce qu'il y a des difficultés existantes par exemple. Et on va vous demander, de manière générale, à faire un diagnostic de la situation et à proposer un plan d'action. L'idée, c'est déjà de vous placer vraiment dans la peau du rédacteur de la note. C'est très important parce que vous n'avez pas forcément les mêmes informations et la même posture quand vous êtes consultant extérieur ou quand vous êtes interne à l'organisme ou à la structure qui vous est demandé de disséquer. Donc pensez bien à qui rédige la note puisque vos propositions vont aussi découler de tout ça. Donc, de façon globale, on peut dire que c'est très souvent un diagnostic et un plan d'action qui sera lié. Le diagnostic, c'est pas juste lister des informations. C'est vraiment prendre un temps de lecture très important du fond documentaire, non pas parce qu'il sera très long, mais parce qu'il faut vraiment aller sélectionner les idées clés du dossier. Et en fait, l'idée, ça va être d'aller ensuite, les ordonner, les classer, les ranger. Vous avez plein d'entrées qui sont possibles. Vous pouvez le faire par thème, par exemple, toutes les données financières. Vous pouvez aussi le faire en mode SWOT avec les risques, les opportunités, les forces, les faiblesses. Mais en tout cas, il va falloir que vous alliez choisir les informations qui vous paraissent importantes et pas uniquement les lister. Il faut en faire une analyse. Il faut qu'on comprenne pourquoi vous avez choisi ces informations-là parmi le fonds documentaire et pas d'autres. Et il n'est pas question de faire référence aux documents du fonds documentaire. C'est vraiment des idées que vous êtes allé dans la fiction, aller chercher par vous-même. Donc ne mettez pas des références type document 6, document 2. Ce n'est pas du tout l'exercice. Donc on vous demande vraiment de les analyser de façon objective. Vous vous placez dans une situation fictive. Vous n'avez plus vos propres opinions à ce moment-là. Vous êtes vraiment dans quelque chose d'objectif face à la situation qui vous est donnée. L'idée de cette épreuve, on pense souvent que c'est une épreuve accessible quand on a déjà travaillé, quand on connaît le monde de l'entreprise ou le monde de la fonction publique. C'est vrai, mais ça n'empêche pas qu'il faut quand même aller se renseigner sur les grandes tendances ou les grandes stratégies, parce que ça fait appel à ces connaissances-là.
Et la lecture, elle sera d'autant plus facilitée si vous avez quelques notions sur les organisations, les systèmes d'information, les politiques de ressources humaines, les stratégies des entreprises. Tout ça, ça peut vraiment vous aider. Donc n'hésitez pas à aller vous renseigner, ne serait-ce que par des articles assez généralistes dans la presse. Vous avez un bon niveau de connaissance, mais il ne faut pas sous-estimer que ces informations-là et que ces révisions-là, entre guillemets, elles peuvent vous aider derrière dans le plan d'action. L'idée ici du plan d'action, c'est de répondre à la commande. On vous demande, dans un contexte particulier, d'arriver sur des propositions pour permettre à l'entreprise de répondre à ce changement auquel elle fait ou auquel elle va faire face. Ça veut dire que vous proposez des actions qui sont en lien avec le diagnostic que vous avez fait précédemment. Normalement, vous ne devriez pas avoir des éléments dans le diagnostic qui ne paraissent pas importants au regard des actions et vice-versa. Les actions, ce n'est pas un concours de créativité. Ce n'est pas trouver l'action la plus originale qui va vous faire que la copie se démarquera. Les bonnes copies, c'est des copies cohérentes avec des actions réalistes. Par exemple, s'il y a un problème de budget, proposer un investissement de plusieurs millions d'euros sans proposer de sources de financement diverses, ça peut paraître compliqué. Le but du jeu, c'est que vraiment vos actions, elles découlent les unes des autres, que ça paraisse cohérent dans son ensemble, et on n'est vraiment pas sur l'action la plus innovante du siècle. On est là pour voir si c'est bien ficelé et que tout cela répond bien aux objectifs qui vous sont fixés. D'une manière générale, on se rend compte qu'il y a des copies qui doivent perdre des points de façon plutôt dommage, notamment parce qu'on n'identifie pas bien le rédacteur de la note. On ne dit pas qu'on est consultant, on ne dit pas qu'on est interne à la structure, il manque des dates, on oublie de dire à qui est rédigé, à qui est la destination de la note, et on oublie de donner son objet. Ça, c'est 4 fondamentaux auxquels vous ne pouvez pas échapper, et dès la lecture du contexte, vous avez ces informations-là, donc tout de suite, on vous conseille de les reporter sur votre copie. Ensuite, on se rend compte aussi qu'il y a des copies où les introductions sont incomplètes. Une introduction, c'est toujours la même chose, c'est une phrase de situation assez généraliste, par exemple sur la création et la mission de la structure ou de l'entreprise. Une phrase qui va venir contextualiser pourquoi aujourd'hui on rédige une note, vraiment l'élément de contexte déclencheur qui va finalement permettre de dégager la problématique. Et ensuite, vous allez annoncer votre plan, le plan de la note. Là, essayez dans la mesure du possible de reformuler un peu les titres que vous allez utiliser derrière, ne serait-ce que pour ne pas faire de redites. Et après, vous allez partir sur la note en tant que telle, donc sur la partie diagnostic et la partie proposition. Quand dans la commande, vous avez un ordre qui vous est fortement suggéré, là encore, respectez-le, tout simplement. On vous propose de faire un diagnostic national avant de faire un diagnostic local. N'allez pas inverser les deux parties. Vous pouvez à la limite les fusionner et faire des renvois sans arrêt, mais n'allez pas inverser parce que du coup, ça vous fera perdre en fluidité dans votre raisonnement et le correcteur, il cherche de la fluidité. Donc pensez à répondre à la commande, c'est vraiment important. Si on vous annonce des plans, des axes de développement dans les actions, gardez-les. N'allez pas les réorganiser, gardez-les. Votre rôle à ce moment-là, ça sera d'aller les étoffer et d'aller les nourrir beaucoup plus précisément. De manière plus générale, donc pour le diagnostic, vous avez compris, vous pouvez faire par thème, vous pouvez faire par SWOT. Il n'y a pas de meilleure technique, c'est la technique avec laquelle vous êtes la plus à l'aise. Ça dépend aussi potentiellement du sujet. Il y a des sujets qui nous parlent beaucoup plus en SWOT et des sujets qui nous parlent beaucoup plus en thème. J'ai envie de dire presque restez ouvert là-dessus, mais dites-vous que tout est possible, il faut juste qu'on comprenne votre raisonnement et pas que vous fassiez des allers-retours sans arrêt sur les thèmes et qu'on ne comprenne pas pourquoi vous pointez ces éléments-là, pointez du doigt ces éléments-là. Pour les titres, de manière générale, il faut que vos titres ils soient compréhensibles, c'est-à-dire qu'ils sont qualifiants, ils sont assez courts. Quand on voit un titre de 4-5 lignes, ça commence à être compliqué parce que c'est une vraie phrase. Donc pensez à des titres courts, qualifiants, et surtout, si vous annoncez quelque chose dans le titre, il faut que ce soit traité dans la partie. Des fois, sous le coup du stress et de la gestion du temps, on oublie ou on fait un trait sur ce qu'on aurait voulu mettre dans cette partie.
allez bien vérifier que votre titre il est cohérent, parce que votre correcteur, sinon vous allez l'appâter, mais vous n'allez pas le nourrir complètement. Donc il faut vraiment que vous alliez regarder la cohérence de tout ça. Je vais rejoindre Cécilia tout à l'heure qui disait que les copies doivent être corrigées. Très souvent dans les études de cas, les rapports du jury, ils rappellent qu'on n'est pas là pour faire des énumérations et des tirés. Et bien oui, il faut vraiment que vous puissiez rédiger l'ensemble de votre copie, que ce soit l'introduction, le diagnostic et même les actions. Même si vous pouvez avoir une présentation par bloc à certains moments, pensez vraiment à rédiger votre copie et à équilibrer vos parties. Ça, c'est une question qui nous était parvenue dans le questionnaire. Le plan d'action, il est tout aussi important que votre diagnostic. Donc quand on vous dit une copie entre 5 et 6 ou 6 et 7 selon les années pages, il n'est pas question de faire 5 pages sur le diagnostic et 1 page sur le plan d'action. Il faut vraiment venir équilibrer au maximum vos parties parce qu'on vous attend autant sur le diagnostic que sur la phase de proposition, voire la phase de proposition qui émerge vraiment de votre réflexion personnelle. On vous y attend peut-être un peu plus que sur la phase de diagnostic où finalement vous êtes venu vous nourrir du fond documentaire qui était à votre disposition. Attention à la gestion du temps, mais ça je pense que c'est un conseil assez général qu'on donne à toutes les épreuves. La gestion du temps, ça nécessite de l'entraînement, ça nécessite d'être très au clair sur le temps dont on a besoin pour rédiger sa copie. Moi je sais qu'en étude de cas, j'avais besoin de 2 heures pour rédiger. En dessous de 2 heures, je savais que j'arriverais pas à terminer ma copie. Le jour J, j'avais pas du tout terminé ce que je voulais mettre au brouillon, mais je me suis quand même lancée parce que sinon j'allais pas terminer ma copie. Et une copie non terminée, c'est une copie qui vaut pas la moyenne. Donc vraiment, gardez en tête la gestion du temps, pensez à rédiger intégralement et à vous entraîner. Un des meilleurs conseils qu'on nous a donné en préparation, c'est vraiment de vous imprégner de la commande et de ne plus jamais y retourner. Donc de prendre un temps suffisamment conséquent sur la commande et le contexte pour que vous n'ayez plus jamais besoin d'y retourner et pour gagner en fait en efficacité derrière. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. On nous avait aussi posé une question sur la taille des copies. Donc vous avez un guide dans la consigne. Alors sincèrement, je ne sais plus si c'est 5 ou 6 ou 6 et 7, ça dépend des années. Ça, c'est des références. C'est pas forcément respecté à la lettre, puisqu'il y a des gens qui écrivent gros, il y a des gens qui écrivent petit, il y a des copies qui sont très aérées. Dites-vous juste que si vous allez au-delà, il faut que ce soit justifié, c'est-à-dire que votre copie elle était très aérée, qu'elle était complète et qu'elle ne doit pas aller beaucoup plus loin que la référence qui vous est donnée. En règle générale, au-delà de 2 copies doubles, il faut vraiment que ce soit une très bonne copie pour avoir accroché le correcteur. Donc c'est une référence, c'est pas une limite absolue, mais vous vous heurtez à la sensibilité du correcteur et du coup si votre copie sur les premières pages elle n'était pas très bien organisée, elle était bancale ou même tout simplement difficile à lire, vous n'allez pas forcément mettre le correcteur dans des bonnes dispositions pour corriger la suite et aller au-delà de ce qui vous était demandé. Alors tu as des questions, on te demande des ouvrages à conseiller. Alors, c'est très compliqué. Toi, t'en as colladé. Moi, j'en ai pas utilisé parce que j'avais une préparation pour ça. J'en ai juste pour compléter les propos de Clémentine. Moi, j'ai quelques conseils à vous donner. C'est une épreuve aussi que j'ai choisie pendant le concours. Donc, l'étude de cas, je rejoins complètement tout ce qui vient d'être dit. Moi, j'ai utilisé le plan SWOT. Le plan SWOT, donc qui est vraiment un outil d'analyse et qui permet de faire le diagnostic. Ça, si vous arrivez à vous imprégner de cet outil, à la fois les faiblesses et les forces, les menaces et les opportunités, vraiment vous avez un outil pour faire un diagnostic sur la première partie et un diagnostic qui n'est pas du descriptif mais plutôt de l'analyse. Je vous invite en tout cas à s'entraîner régulièrement. Ça, c'est le premier conseil que je vais vous donner. Le deuxième, sur les propositions, les plans d'action, il faut vraiment aller sur du concret avec à la fois un rétro-planning, une date précise, plus une date où en fonction des actions que vous avez prévues dans votre plan d'action, il faut vraiment faire en sorte que ce plan d'action soit réaliste et concret. Donc on n'est pas sur quelque chose d'une créativité qui ne pourrait pas être concrétisée sur le terrain. On est vraiment sur de l'opérationnel, donc il faut y penser aussi dans vos propositions. Et en termes de conseils, ce que moi j'ai fait pour le concours, très, très simplement,
c'est par exemple de prendre des thématiques, les grandes thématiques qu'on retrouve dans les entreprises où il y a des problématiques autour. Je prends les ressources humaines par exemple, où il y a une question de recrutement ou d'attractivité. Essayez déjà de réfléchir en amont chez vous. Voilà une entreprise qui a des difficultés de recrutement ou de ressources humaines. Quelles sont les solutions que vous pourriez apporter si jamais demain vous êtes recruté comme responsable ou consultant, etc. Pareil aussi pour le budget, ça a été évoqué par Clémentine. Essayez de dégager les grandes thématiques qu'on retrouve dans les entreprises. Et ces thématiques, vous les travaillez à la fois en problématisant quelles sont les problématiques qui peuvent ressortir au travers de ces grandes thématiques et quelles sont les propositions de solutions que vous pourriez apporter. Donc j'ai identifié par exemple voilà, les difficultés de recrutement. Le numérique ou la technologie, c'est quand même quelque chose qui est dans l'actualité. Donc pensez-y, les questions qui sont relatives au numérique, les marchés concurrentiels, le management, l'accompagnement aussi l'accompagnement des salariés, l'accompagnement au changement. Toutes ces questions qui reviennent régulièrement dans les entreprises, il faut vraiment les travailler. Essayez d'avoir quelques idées de solutions parce que le jour J, vous n'avez que 5 heures. Et 5 heures avec un petit pavé de 50 pages, donc ça passe super vite. Et tout ça, à mon avis, ça devrait vous aider quand même à être dans une bonne disposition pour le concours le jour J. Et le livre que je peux vous conseiller, que j'ai utilisé aussi, on mettra le lien dans le fil de discussion, c'est Isabelle Calmé et Marion Polge, ce sont les auteurs. Pratiquer la stratégie en 11 cas d'entreprise. Et vraiment, ce livre, vous avez la description d'une fiche sur comment utiliser la grille SWOT. Il y a aussi une deuxième grille qui est proposée, qui est une grille pastel. C'est vraiment intéressant avec 11 cas d'entreprise décortiqués, les stratégies, etc., etc. Je vous le recommande, moi ça m'a servi vraiment de livre de chevet de préparation pour l'étude de cas. Sauf erreur de ma part, dans la bibliographie fournie par l'UN3S, vous avez des ouvrages qui sont proposés aussi pour l'étude de cas. Donc n'hésitez pas à les regarder. Le meilleur conseil si vous avez besoin d'un manuel, c'est d'aller les feuilleter. Pour tous les manuels, c'est vrai. Allez les feuilleter pour voir celui qui vous parle le plus. Ne serait-ce qu'une question de présentation, d'accroche, de formulation. Donc allez les regarder. Après, s'ils sont préconisés par l'UN3S, c'est qu'ils sont d'un contenu certain et fiable. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Mais si ça ne correspond pas à votre approche, n'hésitez pas à sortir sur un autre manuel. Il n'y aura pas de souci. On a quelques questions en attente. Une question que je vais balayer rapidement, mais c'est vrai que c'est très important. Doit-on absolument souligner les titres? Alors non, il n'y a pas de règle. Après, souligner un titre, ça vous permet au correcteur tout de suite de voir que c'est un titre. Donc c'est tout bête. Après, pensez bien à anonymiser vos copies, c'est-à-dire qu'on ne souligne pas dans une autre couleur, on ne souligne pas 2 fois, on n'encadre pas. C'est vraiment le truc le plus basique. Vous soulignez une fois, un trait et c'est fini. De manière générale, on a une question sur les plans d'action. Doit-il être rédigé, pas de tiret? Oui, le plan d'action, il doit absolument être rédigé. Ce qu'on vous conseille, c'est à partir du moment où vous rentrez dans cette phase-là, vous avez votre titre, vous allez annoncer les axes. Et pourquoi vous allez traiter ces axes et vous allez les annoncer. Et ensuite, vous allez expliciter dans des sous-parties les actions précises pour répondre à cet axe-là. Donc si vous êtes sur une réorganisation des services, objectivement, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il faut supprimer tel service, supprimer des fonctions, déplacer des effectifs? Il faut que vous pensiez, quand vous proposez des actions, à qui sont les porteurs? Est-ce qu'il y a une échéance qui est associée? Est-ce qu'il y a un coût? Est-ce qu'il y a des effets cachés? Voilà, c'est vraiment tout ça qu'il faut imaginer quand on propose une action. C'est pas simplement proposer une réorganisation des services. Non, il faut vraiment que vous alliez préciser le fond de votre pensée. Autre question, quand on interroge le candidat avec une question, modalité de mise en œuvre, est-ce une demande de plan d'action? En règle générale, on vous pose cette question dans la partie plan d'action. Donc modalité de mise en œuvre, c'est vraiment ce qu'on vient d'essayer de vous expliquer, c'est-à-dire étayer votre proposition, expliquer comment vous allez faire. Si vous devez faire, je reprends cet exemple, une réorganisation des services, est-ce que c'est la direction qui l'impose? Est-ce qu'on fait un groupe de travail? Si un groupe de travail, qui est positionné dedans? Est-ce que c'est du volontariat? Est-ce que c'est désigné? C'est vraiment tout ça, les modalités de mise en œuvre. Et
l'échéance, le coût pour l'entreprise. Voilà, essayez de penser vos actions de manière globale et dans la mesure du possible presque les plus importantes à présenter en premier et n'essayez jamais, enfin ne proposez jamais une action qui va renvoyer à une action beaucoup plus loin, essayez de les regrouper par famille. Vous pouvez faire des liens entre des actions, mais il faut que ce soit logique et tout de suite compréhensible par votre correcteur. Quels sont les sujets récurrents dans l'épreuve? C'est assez globalement souvent des questions de charge de travail, d'organisation, de ressources humaines, de moyens et financement. La meilleure des réponses qu'on peut vous faire, c'est d'aller lire les sujets d'annales. Vous avez, je crois, 4 ou 5 années disponibles sur le site de l'EN3S. Et vraiment, allez lire les annales. Allez lire les meilleures copies pour comprendre ce qui fait la différence entre une copie à 15-16 et une copie à 11. C'est très important. Et allez lire les rapports du jury parce que tous les ans, ils donnent des conseils. Et tous les ans, ils se répètent un petit peu parce que ces conseils-là ne sont pas forcément respectés par les candidats, alors qu'on est sur des questions de méthode. On n'est pas sur, on n'est jamais sur des propositions incohérentes. Et pour compléter les propos de Clémentine, sur ce qui revient aussi des fois qu'on retrouve dans les sujets, les problématiques de communication, donc on les retrouve aussi, l'information qui ne circule pas très bien au sein de l'entreprise, ou le climat social. Donc il y a un climat social qui est relativement, en tout cas, tendu, ou en tout cas pas très serein. Du coup, voilà, ces éléments-là aussi, il faut les travailler en amont pour essayer de dégager des axes. Et je vous dirais aussi en termes de conseils, dans vos propositions, pensez aussi à rajouter soit des instances ou des modalités d'évaluation des propositions d'action que vous proposez dans votre copie. Ça, c'est vraiment une plus-value parce que beaucoup d'entre nous, en tout cas quand on passe le concours, on n'a plus le temps. Et ça, c'est quelque chose qui peut faire la différence dans une copie, de voir que la personne a pensé à la fois à un plan d'action, aux modalités de mise en œuvre, le déroulement, les échéances et aussi l'évaluation de son action. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de plus. Du coup, dernier point, on nous pose la question sur est-ce que c'est toujours des actions sur le court, moyen et long terme, j'imagine. Ça va dépendre de la commande et ça dépend aussi de ce que vous vous sentez de proposer. En règle générale, vous pouvez aller sur ces 3 niveaux d'échéance possibles. Vous avez très souvent du court terme à régler rapidement. Vous avez du moyen terme pour commencer à faire évoluer la structure. Et vous avez l'objectif de plus long terme, c'est-à-dire ce à quoi vous voulez tendre dans 1, 2, 3, 4, 5 ans. Ça dépend vraiment du contexte. Mais oui, vous pouvez vous permettre tout à fait de faire des actions qui répondent à des échéances différentes. Et donc James, non, surtout essayez de ne pas encadrer vos grand 1, grand 2 parce que c'est des choses qui peuvent rompre l'anonymat des copies. Très bien, donc s'il n'y a plus de questions, on va passer à l'épreuve suivante qui est la note de synthèse avec comme présentateur Johan et Colladé. Donc tout à fait, donc pour la note de synthèse, je vais d'abord faire un bref rappel de la méthodologie et de quelques conseils qu'on peut vous donner et après avec Colladé on alternera pour répondre aux questions que vous aviez déjà posées. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la note de synthèse c'est vraiment une épreuve qui vise à mesurer la faculté du candidat à restituer de nombreuses informations par rapport à un support qui est quand même assez important. Généralement, le dossier fait entre une 50aine et une 60aine de pages et il faut restituer le maximum d'informations dans un temps limité une copie qui est limitée aussi parce que dans les consignes il y a généralement marqué que c'est entre 5 et 6 pages, donc il faut être capable d'être aussi synthétique dans ses propos et surtout d'être pertinent et concis. Donc en termes de méthodologie, on peut commencer par l'introduction. L'introduction, elle est assez importante malgré tout en note de synthèse. Il y a véritablement des éléments, un peu comme sur l'étude de cas, qui sont véritablement nécessaires, comme l'origine qui rédige cette note de synthèse, le destinataire, l'objet de la note, généralement le lieu ainsi que la date de la rédaction de la note de synthèse. Ça peut paraître assez banal, mais vraiment cette en-tête, cette accroche, elle est vivement recommandée et si elle est absente, ça peut pénaliser le candidat.
Ensuite, en termes de structuration, l'introduction, malgré tout, elle doit être assez courte en note de synthèse, dans le sens que la note de synthèse doit faire 5-6 pages maximum, donc il n'y a pas véritablement besoin de s'étendre là-dessus. Par contre, il y a des points de passage qui sont clés et qui seront nécessairement demandés. Une accroche, qui est généralement une citation ou un chiffre extrait du dossier et qui permet de lancer le sujet. Une définition précise des termes du sujet, c'est vraiment souhaité par les jurys, en tout cas c'est ce qui marque dans leur rapport. Ensuite, une problématique, ou en tout cas le questionnement qui est posé par la note de synthèse, qui peut prendre la forme d'une question ou qui peut être simplement une exposition des quelques problématiques, des sujets qui ressortent de la note de synthèse. Et enfin, l'annonce de plan. Donc du coup, je disais en termes de longueur, pour moi, la note de synthèse doit faire une page maximum, même si c'est une demi-page, c'est plutôt mieux. En ce qui concerne ensuite le développement, ce qui est véritablement important à mon sens, et je pense que c'est aussi ce qui ressort du rapport du jury, c'est vraiment bien de travailler les titres. Il faut vraiment que la note de synthèse, vous soyez opérationnel, concret, précis, et ce, dès la première partie. Il ne faut vraiment pas qu'il y ait une partie qui soit... Même de manière générale, il ne faut pas que la note de synthèse soit descriptive, mais il faut vraiment être dans l'opérationnel. Et ça passe grandement par la formulation des titres. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est de faire des phrases plutôt donc avec un verbe, plutôt que des parties qui sont des titres de parties pardon, sans verbe, qui soient seulement nominatives. Pour moi, c'est vraiment essentiel parce que ça permet de lancer un dynamisme et de vraiment bien expliquer l'idée. Aussi, ce qui est important dans la formulation du plan, c'est que généralement le plan il est donné dans la note de synthèse, dans la commande de la note de synthèse. Et je rejoins Clémentine ce qu'elle disait sur l'étude de cas. Il est fortement déconseillé par les correcteurs d'inverser l'ordre des parties ou de modifier ces parties. Concrètement, si vous avez un grand 1 constat et une partie 2 perspective, c'est interdit de mettre perspective en première partie et constat en partie 2 ou de partir sur totalement autre chose. Donc après, évidemment, les titres sont retravaillés, il ne faut pas mettre en grand 1 constat et grand 2 en jeu ou perspective, mais véritablement, il faut rester dans le cadre qui est posé par la commande. Ce qu'on peut aussi donner comme conseil, c'est déjà de bien lire le dossier, de lire tous les documents du dossier et surtout vraiment quand vous exposez vos idées dans vos paragraphes, je ressors le conseil qui a été dit tout à l'heure, mais vraiment faire une première phrase avec l'exposition de l'idée qui est centrale et par la suite utiliser un exemple. Vous aurez énormément d'exemples dans les documents et c'est fortement recommandé en permanence de s'appuyer sur ces exemples tout en n'oubliant pas de citer les sources. Alors bien sûr, il ne faut pas citer les sources SCF document 4 ou document 5, mais par exemple, c'est un rapport de la Cour des comptes, ça peut être bien toujours de dire que ce chiffre provient de la Cour des comptes. Enfin, ce qui est conseillé, c'est que l'épreuve étant relativement courte, à mon sens, il faut avoir une bonne gestion du temps. Et en termes de méthodologie, ce que je recommande, c'est vraiment de faire des phrases courtes et percutantes pour vraiment éviter déjà de dépasser le nombre de copies qui est autorisé. Et puis surtout, ça vous obligera à être synthétique et à être opérationnel et pas être dans le descriptif, ce qui n'est pas du tout recommandé pour la note de synthèse. Pour le plan aussi, on peut le rappeler, ce qui est généralement conseillé de faire un plan en 2 parties, 2 sous-parties. De toute façon, le plan à minimum en 2 grandes parties, il sera conseillé par rapport à ce que je disais tout à l'heure, du fait que la commande dit les axes. Donc forcément, s'il y a une partie en jeu et une partie perspective, le plan sera structuré en 2 parties avec une partie en jeu et une partie perspective. Enfin, pour finir, jamais de conclusion dans la note de synthèse. C'est vraiment quelque chose qui est rappelé par le jury chaque année. Chaque année, il y a des personnes qui tentent ne serait-ce que de faire une petite phrase pour montrer qu'ils ont bien fini et que c'est pas parce qu'ils ont été pris par le temps qu'ils n'ont pas fini leur copie, mais c'est absolument pas nécessaire. Normalement, si votre copie elle est bien structurée, la dernière phrase permet de comprendre que vous avez fini votre raisonnement et la conclusion vraiment est à bannir, contrairement à d'autres matières où elle peut être conseillée en note de synthèse, ne jamais faire de conclusion. Donc ça c'était pour les éléments de méthodologie. On va peut-être, avant de passer aux questions du chat, commencer par répondre aux questions qui nous ont été posées. Oui. Donc je te laisse la parole. Merci Yoann. On a reçu donc la première question, c'est de savoir s'il y a un document socle dont la lecture est à prioriser et si oui, quels sont les indices pour l'identifier. Bien entendu que effectivement tout dépend de chaque dossier de note de synthèse. Pour autant, le document socle ou le document pivot, c'est un document important à exploiter si on arrive à l'identifier. Mais si on n'arrive pas à l'identifier, il faut exploiter tous les documents et notamment les titres. Prenez vraiment le temps, comme ça vient de vous être dit,
de lire les titres des documents parce que les titres nous renseignent aussi sur la structuration et le plan que en tout cas ceux qui ont proposé le sujet, ils ont en tête. Donc prenez ce temps-là. Donc le document socle, bien entendu, il n'y a pas de, on ne pourra pas vous donner aujourd'hui des indices ou des clés pour l'identifier ce document socle. Mais en fonction de la composition d'un dossier, il peut effectivement y avoir un document socle à l'intérieur de la note, à l'intérieur du dossier qui va vous servir à réaliser le document de la note de synthèse. C'est ce que je peux vous apporter comme élément. Après, effectivement, si vous arrivez à l'identifier, c'est un document en général qui recense de nombreuses informations qui vont vous servir à bâtir votre copie. Donc c'est un document voilà, qui est central, qui est très très riche, aussi volumineux aussi. Donc après, voilà, il y a quelques indices comme ça, mais attention, des fois, il y a des documents voilà, qui sont redondants. Il y a plusieurs types de documents. Il y a des documents redondants, il faut faire attention, des articles spécialisés. Mais après, souvent, ce qu'on constate dans des bouquins, dans des livres, ils disent que le document socle, c'est un document qui est issu d'une revue spécialisée, un rapport de la Cour des comptes. Voilà, c'est des micro-indices, mais moi, je ne me permettrai pas de vous dire c'est ça le document socle. Attention, c'est à vous de bien lire les titres et d'identifier vraiment quel pourrait être le document socle qui va enrichir votre copie et qui vous permettra voilà, de réaliser la bonne synthèse. Et par ailleurs, il n'y a pas toujours des documents socles au sein des fonds documentaires. Le sujet des l'an dernier n'avait pas de documents maîtres. C'était c'était beaucoup plus de documents, mais beaucoup plus courts. Donc là, le meilleur conseil, c'est vraiment une lecture du sommaire, balayer rapidement les titres pour voir si vous arrivez à les classer. Si vous arrivez à vous faire un classement qui répond à votre personnalité, on va dire, gardez-le. Mais sinon, n'hésitez pas il ne faut pas forcément chercher le document maître. Parfois, il n'y en a pas. Et après, pour rebondir sur ça aussi, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a plusieurs méthodologies aussi par rapport aux documents. Il y en a certains qui vont justement chercher à identifier ce document socle pour le lire en priorité. Après, il y a d'autres méthodes qui se valent aussi. Moi, personnellement, j'avais l'habitude de lire les documents dans l'ordre. Un conseil qu'on m'avait donné aussi, alors moi je ne l'ai pas appliqué personnellement, mais je le trouve aussi pertinent, donc je me permets de le partager avec vous. C'est que généralement, il y a des petits articles de presse qui sont vraiment assez courts. Et en fait, il y a certains candidats qui aiment bien commencer par ces documents parce que généralement, ils sont courts. Étant donné que c'est des articles de presse, ils sont accessibles au grand public, ou du moins dans leur formulation, il n'y a pas trop de termes techniques. Ça permet de bien rentrer dans le sujet. Et surtout, quand vous allez recevoir le pavé de 50 pages, vous allez stresser. Donc ça peut être une bonne entrée en matière de commencer par ces petits documents, comme ça on s'habitue directement, plutôt que de directement rentrer dans le document socle qui est parfois complexe et technique dès les premières minutes alors qu'on est stressé. Donc ça peut être aussi un conseil. Dans tous les cas, je vous conseille vivement de lire tous les documents. Forcément, le document socle, s'il est présent, ça pourra vous donner des indications, notamment si c'est un rapport de la Cour des comptes ou de l'IGAS, parce que généralement, ils sont assez bien structurés en termes de réflexion et ils peuvent proposer des propositions. Mais après, les petits documents, comme les petits articles et tout, sont pas non plus à négliger, parce que justement, quand il y a des perspectives d'évolution ou des propositions, ça peut être aussi très pertinent de citer l'exemple qui a été mis en place et de l'extrapoler. Donc véritablement, pensez à bien lire tous les documents, peu importe la méthode que vous choisirez dans l'analyse des documents. Avant de finir, moi je voulais juste rajouter que après donc c'est un conseil qui est très personnel et puis ça vient aussi avec l'entraînement, mais il y a des documents qui sont plus ou moins durs à lire, comme par exemple, moi j'ai pas fait beaucoup de droit et par exemple souvent dans les notes de synthèse on retrouvait des longues listes d'articles dont en fait 80% n'étaient pas du tout pertinents. Et alors ça, il faut les... Enfin, moi, ce que j'avais fait, c'était que je les repérais, et alors je les lisais en dernier. Souvent, en fait, en réalité, c'était expliqué ailleurs. Donc, quand vous voyez ce genre de document, vraiment, vous fatiguez pas à lire tous les... C'est vraiment très fastidieux et assez inutile, en général, de lire ça en détail. Mais je pense que c'est quand même nécessaire, malgré tout, même si tu les survoles, de quand même les lire et d'en prendre connaissance. Oui, bien sûr. Mais disons, ne les lisez pas en premier, lisez-les quand vous avez le contexte, comme ça vous savez quoi chercher dedans. Puis généralement, ils sont assez bien expliqués par les autres documents, donc quand vous y retournez à la fin, c'est beaucoup plus simple pour vous de comprendre ce qui a été dit dans des termes parfois très techniques, et ça vous paraîtra beaucoup plus simple que si vous les lisez en première intention, ça risque plus de vous faire paniquer qu'autre chose.
Et je me permets, les titres vraiment vous renseignent énormément sur les titres de chaque document, ça vous renseigne déjà sur le contenu du document. Lisez vraiment les titres, hein. C'est important. Il nous reste peu de temps, mais je voulais rajouter 2-3 éléments sur la note de synthèse. Très rapidement, j'essaie d'être très succincte. Moi, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de citer les éléments techniques. En fait, on a déjà corrigé les copies du premier concours blanc qu'on a mis sur la page Facebook. Et ce qui est retombé à chaque fois, c'est qu'il y avait beaucoup de chiffres, beaucoup de données. On ne les a pas du tout retrouvés dans les copies. Je pense notamment à des sujets qu'il y a eu les années passées sur les grands ports maritimes français. Le but de la note de synthèse, au départ, bon, c'est plus le cas maintenant, mais l'exercice avait été fait dans le but en fait qu'un supérieur hiérarchique puisse lire les 4 pages au lieu du dossier de 60 pages et puisse prendre une décision. Ça veut dire qu'à partir du moment où votre note de synthèse, elle ne permet pas à la personne qui la lit de prendre une décision sur un sujet donné, c'est qu'elle est dans 90% du temps incorrecte. Le but de la note de synthèse, c'est vraiment de permettre à la personne de ne pas lire le dossier et de prendre la décision adéquate. En tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Donc, le plus important, c'est de citer les grandes sources. S'il y a des rapports, ça doit être impérativement, comme je reviens sur ce que je disais, première ligne, idée, ça doit être en première ligne. Si j'ai du Conseil d'État, de la Cour de cassation, des caisses nationales, l'IGAS, l'INSEE, tout ça, ça doit vraiment être en début de paragraphe. C'est des idées fortes et c'est des idées avérées. Parce que des fois, il y a des gens qui donnent leurs avis dans d'autres documents. Et le plus important, c'est de permettre de prendre la décision. Pour Guillaume qui nous demande de l'aide, alors il faut partir des éléments techniques et les interpréter. Note de synthèse veut dire ne pas prendre d'éléments personnels, mais par contre, c'est vraiment une plus-value, c'est écrit dans les rapports du jury, que interpréter des chiffres, des schémas, ça donne des points, ça rajoute des points à la note. Pour le document chef de file, comme Johan, s'il y a un article de journal, je conseille de le lire, même si lui ne le fait pas. Moi, je trouve que j'ai trouvé que c'était une bonne méthode. Aussi, attention, contrairement à d'autres concours, pour ceux qui passent différents concours, les documents ne sont pas à mettre entre parenthèses. Moi, je l'ai su la veille de passer le concours, donc il faut lire les rapports du jury. Respecter le nombre de pages, puisque ce qui est en plus ne sera pas pris en compte. Et voilà, et vraiment le plus important pour ne pas être disqualifié, c'est de respecter l'ordre qui a été établi, parce qu'on a une question de Dounia qui demande si, est-ce que si dans la commande on demande bilan perspective, est-ce que le plan c'est bilan perspective? Oui, complètement. Il faut respecter, et comme le disait Johan dans son exemple, des fois il y a des gens qui ont inversé, ça les a disqualifiés. Enfin après, peut-être qu'avec les autres matières ils sont remontés, mais en tout cas en note de synthèse, c'est très mal vu. C'est vraiment un exercice administratif. Il faut pouvoir répondre. La personne qui vous a passé la commande, elle veut le bilan et les perspectives. Le reste, ça ne l'intéresse pas. Donc vraiment, 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 faites ça et surtout lisez les rapports du jury avant de passer l'épreuve parce que sur les 3-4 dernières années, c'est important de les lire parce que selon les sujets, que ce soit un sujet technique, un sujet X et Y, etc., il y a différents tips qui sont donnés. Voilà. Je suis complètement d'accord. Et aussi, si je peux me permettre, par rapport à ça, par rapport aux éléments qui sont un peu à écarter, parfois vous aurez des documents qui rappellent un peu toute la politique qui a été faite, qui ont été très historiques sur le développement des acteurs. Ces documents, ils sont là pour vous aider à mieux comprendre, mais ils ne sont pas nécessairement à restituer dans la note de synthèse. Dans le sens où il faut vraiment être opérationnel, il faut bien comprendre que la note de synthèse, elle s'adresse soit au Premier ministre, soit à un ministre, et que du coup, il a généralement conscience, même s'il n'est pas spécialiste de la politique, mais il sait quel acteur intervient, il sait à qui il va s'adresser personnellement. Donc comparé à d'autres notes de synthèse dans d'autres concours où il y a vraiment toute une partie où il faut expliquer les acteurs, toute la perspective historique qui a été mise jusqu'à présent, là c'est pas nécessairement utile. Ça peut peut-être donner quelques éléments en introduction, notamment dans les éléments de définition, mais après il faut vraiment être opérationnel. Donc une fois de plus, si dès la première partie on vous demande des perspectives ou un état des lieux, il ne faut pas quand même vouloir absolument faire une partie où on va expliquer quel acteur intervient. Si ce n'est pas dans la commande, c'est peut-être pas nécessaire de s'en servir, même si c'est présent dans le dossier. Ensuite, il y avait d'autres questions auxquelles on pourrait répondre. S'il y avait une grille de notes à proposer, alors ça, je dirais, c'est pareil que la lecture des documents. Il y a deux méthodes qui sont opposées. La première méthode, c'est faire une fiche, un brouillon par document.
noter toutes les informations sur document, que vous les lisez dans l'ordre ou pas, mais vraiment établir un brouillon par document. Sinon, il y a une prise de notes qui est possible par thématique. La prise de notes par thématique, en fait, pour moi, elle est assez intéressante dans la note de synthèse parce que, comme le disait Coladé, notamment si vous lisez les titres du sommaire, vous pouvez déjà identifier 2-3 grandes idées qui vont ressortir. Et puis, en fait, elle est aussi intéressante parce que, comme on l'a dit une fois de plus, la commande indique déjà ce que vous allez devoir rechercher dans les documents. Donc si c'est par exemple bilan et perspective, vous pouvez déjà vous faire un brouillon bilan, un brouillon perspective. Après vous affinerez les idées évidemment parce que dans le bilan il y aura peut-être plusieurs idées à détailler, mais au moins ça vous permet à la lecture de documents de se dire ah ben ça c'est un élément de bilan donc je le mets dans ce brouillon et donc de ne pas classer en fait vos brouillons par document mais véritablement par thématique, ce qui peut vous être utile parce qu'au moins quand vous allez construire votre plan après en détail, vous n'aurez pas besoin de revenir sur chaque document pour essayer de le replacer dans une partie parce que l'épreuve elle est assez courte, en 4 heures ça peut faire perdre du temps. Et aussi moi un conseil, en tout cas c'est ce que j'ai fait en faisant ça, c'est la méthode que j'ai adoptée et Coladé aussi. En faisant ça, ça permet aussi, moi j'inscrivais véritablement sur mon brouillon l'ensemble des éléments, comme ça une fois qu'après j'avais fini de lire le dossier, je ne revenais pas au dossier. Parce qu'en fait un conseil qui m'avait été donné, et je pense que c'est vrai, quand on fait par document, quand on construit le plan ou quand on fait par thématique, on marque juste CF, les chiffres donnés dans le document 10. Parfois, on peut perdre plus de temps à retourner dans le dossier, à tourner les pages, à lire le document 10. Alors que moi, du coup, je notais exactement tous les éléments pertinents que je trouvais et que j'avais envie de mettre dans ma copie sur mon brouillon. Ce qui fait qu'après, quand je passais à la rédaction, j'avais mon brouillon, je touchais plus du tout au dossier et j'étais vraiment concentré sur ça. Et je pense, malgré tout, ça peut permettre de gagner du temps. Après, c'est à l'appréciation de chacun parce que ça nécessite de passer un peu plus de temps au brouillon pour pouvoir véritablement établir tous les éléments qu'on veut restituer dans la note de synthèse après, donc c'est vraiment avoir à l'appréciation de chacun. Ouais, tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi, Johan. Et je souscris aussi. Ça vient avec l'entraînement. On souscrit tous. Non, mais ça, c'est des choses qui viennent avec l'entraînement aussi. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord, c'est ça, la régularité, il faut travailler. Effectivement, en tout cas, la prise de notes par thématique, moi j'ai trouvé que ça m'aidait énormément quoi, à avancer et à rédiger la note. Ouais. Au bout d'un moment, on comprend tout de suite en fait les informations qui sont pertinentes ou pas, et donc on arrive à être très efficace. Voilà. En revanche, prenez le temps quand même d'identifier les 3 ou 4 grandes thématiques du dossier. Hein. Prenez ce temps et après derrière, vous classez vos idées par rapport à ces thématiques et après vous déroulez votre note. Hein. Je pense que voilà. Mais c'est une technique qui fonctionne relativement bien. Pour répondre à Salah qui nous dit quand vous dites qu'interpréter des chiffres est un plus, il ne faut pas donner son avis. Donc en fait ce que j'expliquais, c'est que par exemple s'il y a un graphique, je ne sais pas, sur les femmes, je dis ça au hasard, par exemple on parle de l'égalité salariale homme-femme. Si il y a un graphique, le but c'est de l'utiliser et donc quand on l'utilise, on est censé en tirer la substance. Donc si sur le graphique on voit que les hommes sont mieux payés que les femmes, ce n'est pas donner son avis que de le dire dans la note de synthèse. Après, on ne vous demande pas de dire ah bah c'est super ou pas. Ça, c'est donner son avis. Mais par contre, vraiment, c'est vraiment une plus-value en termes de points, d'interpréter les graphiques, de tirer la substance des rapports, de reformuler sans apport personnel. La seule règle, c'est de ne pas apporter de connaissances personnelles. En ce qui concerne la compréhension des documents, bien au contraire, qui dit que vous interprétez les graphiques et les chiffres, dit que vous avez bien compris les documents, dit que vous pouvez donner une idée, et donc ça permet à la personne qui lit le dossier de prendre une décision en connaissance de cause. Ça lui mâche le travail. Donc on revient dans la dynamique que j'expliquais, que le but, c'est vraiment de permettre à la personne de prendre une décision. Karine demande ce que veut dire argumenter dans ces cas-là. Je me souviens plus pourquoi j'ai dit ça. L'idée, en fait, quand on vous dit argumenter, c'est que vous ne soyez pas dans la simple description de l'information que vous avez vue dans le dossier. C'est un conseil qu'on donnait dans le chat, c'est que vous prenez un peu de hauteur. Si vous deviez parler de ça à une connaissance qui n'a aucune information sur le sujet, qu'est-ce que vous lui diriez ? Comment vous avez traduit pour vous ce qui est inscrit ? Ce n'est pas avoir un avis, c'est vraiment pouvoir argumenter votre idée, avoir compris quel est l'enjeu derrière. C'est un peu le sous-entendu, si vous voulez. On vous met un fait dans le fond documentaire, ça laisse entendre que, et c'est à vous de terminer cette phrase en fait. Quand on vous met des bilans financiers, vous voyez qu'il y a du déficit. Le déficit, c'est un fait.
dire que du coup la situation financière est fragile, que ça met à mal les perspectives d'évolution de la filière agricole, j'en sais rien, et bien là vous avez argumenté. Vous n'êtes pas juste venu dire qu'il y avait des difficultés financières basées sur des déficits récurrents, enfin voilà. Et je me permets de rebondir du coup sur les propos de Clémentine pour répondre à la question numéro 3 qu'on a reçue. Des astuces pour être dans l'analyse et non dans la description, c'est la réponse que vient d'apporter Pauline. Il faut argumenter, il faut démontrer. On est vraiment... Clémentine. Ah, pardon, j'ai dit Pauline. C'est parce qu'il y a 3 Pauline dans la promo. Clémentine, donc il faut argumenter, on est vraiment dans une démonstration, la note de synthèse, vous avez énoncé une problématique avec un plan, et ce plan vient répondre à votre problématique. Donc derrière, dans les développements, vous êtes dans la démonstration à travers les plans, et aussi le petit conseil, l'équilibre aussi des parties. On parle souvent, vous verrez dans les documents, voilà, la vue d'hélicoptère. Donc il faut vraiment que votre copie soit aérée et que les parties soient bien équilibrées. Donc je vous dirais, voilà, le travail, la régularité, pour ne pas être dans la description et essayer d'avoir une bonne régularité, au moins une note de synthèse par mois minimum. S'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être passer à l'épreuve de protection sociale. Voilà, avec Lucille et Johan. Alors la protection, c'est une épreuve de protection sanitaire et sociale. Alors beaucoup de choses qui ont été dites au travers des matières précédentes s'appliquent aussi très bien à cette épreuve. Donc je vais essayer de ne pas faire trop de redites, mais d'aller à l'essentiel. Et puis Johan, tu me compléteras. Alors pour moi, le mot-clé de cette épreuve, c'est une démonstration. C'est-à-dire vous devez parvenir à raconter une histoire autour d'un sujet qui vous est posé et d'une problématique que vous aurez réussi à dégager. Peut-être un des premiers conseils pour éviter l'écueil ultime du hors-sujet, c'est de prendre le temps de lire votre sujet. C'est-à-dire que le jour du concours, les quelques minutes qui précèdent la lecture, la découverte du sujet, on est quand même en général plutôt stressé pour le moins. Et donc la lecture du sujet nécessite de prendre le temps, c'est-à-dire ne pas prendre son crayon tout de suite, qu'on soit inspiré dans les premières secondes ou qu'on ne le soit pas du tout. Voilà, moi je me suis toujours appliqué ce conseil-là, on me l'avait vivement conseillé. Donc lire vraiment le sujet, c'est-à-dire prendre le temps de prendre ce temps-là. L'introduction tout d'abord. Alors dans l'intro, il y a quelques principes un peu communs, c'est-à-dire une accroche. Alors elle peut être plus ou moins originale, plus ou moins percutante. Ça c'est en fonction du sujet et puis de votre imagination, puis de vos révisions surtout. Mais c'est quand même bien de ne pas passer à la définition des termes du sujet tout de suite. Essayez quand même de trouver une formule qui capte tout de suite l'intérêt du correcteur. La définition des termes du sujet, évidemment, les problèmes, les enjeux et la problématique qui doit être clairement énoncée. Alors sous forme de question ou pas, ça, il y a plusieurs écoles. Moi personnellement, en général, c'était plutôt formulé à l'interrogative, mais encore une fois, ça, ce sera vraiment à vous de voir. Et puis l'annonce du plan, qui doit être vraiment tel que le plan sera énoncé et écrit ensuite dans votre copie. Les titres, alors je ne vais pas redire ce que tout ça a déjà été dit et ça s'applique pleinement. Les titres, c'est vraiment la vitrine de votre copie, c'est ultra important. La plupart des correcteurs lisent l'intro, vos titres, la conclusion. Peut-être que certains s'arrêtent là, donc c'est vraiment tout à fait fondamental, ils doivent être qualifiants. Et puis avec un verbe d'action aussi, hein, éviter les phrases sans verbe qui généralement sont assez peu lisibles. Alors classiquement c'est un plan en deux parties, deux sous-parties. Moi personnellement j'ai pas vraiment de plan type, voilà, peut-être que mes camarades autour là de moi en auront. Ça dépend vraiment du sujet, ça dépend vraiment de votre inspiration. Ce qui est certain par contre, c'est que dans la partie 2B de votre copie, vous devrez prendre position. Alors là, c'est pareil, ça vous dans toutes les matières, il faut que ce soit équilibré, il ne faut pas que ce soit outrancier, faut que, voilà. Mais vous devez vous engager, ça fait vraiment partie des attentes de l'épreuve.
Une chose aussi importante, c'est que les propos, enfin votre argumentation, elle va évidemment s'appuyer sur vos connaissances, les lectures que vous aurez faites, rapports, études, etc. Vraiment, chaque idée doit être étayée. Alors quand on dit ça, en réalité, voilà, le jour J, on ne parvient pas toujours à le faire, mais en tout cas, mettez-vous bien ça quand même en tête, hein, que des affirmations sans s'appuyer sur un chiffre, une référence, une source, ça, vous pouvez le faire une fois ou deux, mais certainement pas sur l'ensemble d'une copie. Et surtout, évitez, si vous avez beaucoup travaillé et beaucoup de connaissances, le risque aussi, c'est la succession de connaissances. C'est-à-dire que, encore une fois, on veut que vos connaissances puissent être réfléchies. En fait, vos connaissances, c'est vos points d'appui pour votre démonstration. Le correcteur se fiche de savoir que vous connaissez la LFSS par cœur, c'est vraiment pas le sujet. Donc ça c'est aussi, un élément important. Votre démonstration, elle doit être progressive, c'est-à-dire que votre plan doit être cohérent. C'est encore une fois, moi j'aime bien la métaphore de raconter l'histoire. C'est vraiment ça, c'est raconter une histoire. Donc voilà, pensez aussi à la progressivité, à la cohérence de vos propos. Évidemment, alors, je dis évidemment, mais ça apparaît pas toujours dans les copies, donc, parce que c'est pas toujours facile à réaliser. Le contenu doit vraiment correspondre à vos titres. C'est-à-dire que si toutefois, dans l'écriture de votre copie, il vous vient une idée à laquelle vous n'aviez pas préalablement pensé, qui ne figure pas dans votre plan, évitez, même si cette idée elle est très très bonne. Voilà, si ça colle pas au sujet, parce que vous pouvez vite perdre 3-4 lignes, et là, vous pouvez ne pas être dans le sujet. Donc, voilà, alignement des titres de vos parties et des contenus. Hyper important aussi la gestion de vos brouillons. À titre personnel, moi ça m'a pris plusieurs mois avant d'avoir une gestion de mes brouillons. Soit j'en faisais trop, soit j'en faisais pas assez, je m'y retrouvais pas. Voilà, donc là il n'y a pas de recette miracle non plus. Enfin, je pense quand même qu'il ne faut pas en avoir trop, ça c'est sûr. Moi personnellement j'avais un brouillon, alors que recto, hein, évitez surtout le recto verso parce que vous allez vous paumer le jour du concours. Donc recto, une feuille pour l'intro, une feuille pour la partie 1 avec le 1A, le 1B, une feuille pour la partie 2 et puis éventuellement la conclusion puis quelques notes. Enfin moi j'en avais 4 maxi et à mon avis c'est un grand maximum. Mais ça c'est, encore une fois, c'est l'entraînement, hein. Coladé l'a dit à plusieurs reprises, il n'y a pas de secret, hein. C'est quand même le travail et l'entraînement qui paye. En termes de gestion du temps, bah écoutez, moi il me faut 2h30 pour écrire, 1h30 de lecture, enfin de conception du plan, et voilà, à mon avis au moins 2 heures d'écriture, 4 heures ça passe excessivement vite. Donc voilà. En termes de nombre de pages, là non plus je crois pas qu'il y ait de règles. Moi j'ai fait 11 pages, j'ai une bonne note, donc je crois pas qu'il y ait vraiment de règles là-dessus non plus. Et puis un petit mot sur la conclusion. Elle est obligatoire pour le coup. Alors l'idée de la conclusion, c'est que vous répondiez en quelques phrases, en quelques mots à l'idée principale, enfin au sujet posé. Évitez le résumé un peu bref, et une ouverture c'est bien, mais ça peut être un hors-sujet. Enfin, voilà, j'en ai vu parfois. Donc l'ouverture, les perspectives, c'est ça l'idée, mais ça doit quand même bien coller à votre sujet. En gros, ça peut être le sujet que vous aurez choisi de ne pas travailler parce qu'en 4 heures, on ne peut pas élaborer tous les sujets, notamment sur des sujets extrêmement larges et transversales comme celui que nous avons eu l'année dernière. Où là, concrètement, on était obligé de faire des choix et on ne pouvait pas développer tous les angles du sujet. Voilà, on va passer aux questions peut-être. Alors sur les questions, on avait une question tout d'abord sur est-ce que le plan de l'épreuve de PS de protection sociale, il suit toujours une logique déterminée qui est historique, problème contemporain, solution apportée, solution envisagée.
J'ai envie de dire, comme Lucille l'a dit, non, pas forcément. Ça dépend du sujet. Effectivement, ce plan-là, il fonctionne pour pas mal de sujets. Mais après, ce qui est véritablement important de comprendre, c'est qu'il faut vraiment s'adapter au sujet. Et il ne faut pas essayer, juste parce qu'on a ce plan et qu'on sait qu'il fonctionne sur un certain nombre de sujets, de vouloir absolument faire rentrer le sujet dans le plan. Parce qu'à ce moment-là, ça se verra par le correcteur et généralement votre plan ne sera pas du tout fluide ou cohérent. Donc on peut garder cette idée, c'est effectivement quelque chose qui se fait, mais véritablement adaptez-vous au sujet. Et de toute façon, la formulation du sujet et la définition du terme du sujet vous feront très rapidement comprendre si ce plan est pertinent ou pas. Si on vous demande véritablement de faire quelque chose sur un enjeu très contemporain, faire un historique qui sera un peu bancal alors que la question elle a émergé dans la société il y a à peine 10 ans, ça sera peut-être pas pertinent. Et à ce moment-là, il vaudra mieux se concentrer sur un plan sur les enjeux et les grandes thématiques ou de la manière dont il est traité véritablement aujourd'hui. Je peux rebondir aussi la question qui me semble assez intéressante, notamment par rapport au sujet qui a été posé l'année dernière. Quelle stratégie adopter si le niveau de connaissance sur le sujet il est faible? Premier conseil, ne surtout pas paniquer. Véritablement, si vous êtes là, c'est que vous avez quand même travaillé. Donc effectivement, le sujet il peut sembler difficile. C'est peut-être une thématique que vous avez moins travaillé que d'autres. Mais vraiment, prenez le temps de vous poser et de vous dire le sujet il aura forcément un lien avec une thématique que j'ai traitée. Généralement dans les sujets il y a toujours des problématiques d'organisation, de financement. Les politiques sociales elles sont vraiment imbriquées les unes dans les autres, donc il n'y aura véritablement pas de sujet où il n'y aura aucun des éléments que vous avez appris, aucun chiffre, aucune loi que vous pourrez ressortir. Ensuite, prenez le temps de bien définir les termes du sujet. Des fois, on a l'impression qu'on n'a pas véritablement de connaissances parce qu'on ne connaît pas les rapports et les chiffres, mais si on a une bonne définition des termes du sujet et qu'on montre par notre plan et notre problématique qu'on a une réflexion sur le sujet, que peut-être on n'est pas 100% calé, on n'est pas un expert technique, et en même temps, c'est pas ce que demandent les prix, que la réflexion qu'on a, ça peut passer. Alors évidemment, vous n'aurez pas des copies à 16 et 18, mais ça peut véritablement vous sauver. Donc vraiment prendre le temps de se dire bon ben voilà, je sais que je vais être un peu à sec, mais du coup tout miser sur la réflexion, sur la problématique, et puis véritablement essayer de faire des liens avec des sujets que vous connaissez, parce que ça peut vous faire venir d'autres idées et vous dire finalement bon, j'avais pas envisagé cet aspect, mais en pensant à ça, je peux penser à ça aussi pour cette dissertation. Donc c'est à peu près le conseil que j'ai envie de vous donner. Dans tous les cas, essayez malgré tout de rendre une copie propre et qui soit finie et qui ne démontre pas véritablement, enfin si vous faites une page, clairement ça démontrera qu'effectivement vous étiez très sec sur le sujet et ça risque de ne pas passer. Je voudrais rajouter quelque chose sur en fait des conseils pour travailler pour ceux qui ne font pas de préparation, que ce soit privé ou public. Donc c'était mon cas. Moi, quand j'ai voulu passer le concours, je me suis dit comment je vais faire pour réviser la protection sociale. Donc la première chose que j'ai fait, c'est acheter un livre dont je ne me souviens plus du nom, c'est un livre vert dans une librairie, une grande librairie dont on ne citera pas le nom. Donc voilà, vous allez dans cette librairie, vous feuilletez des livres, vous prenez un livre de protection sociale. Bon là c'est un petit peu tard pour le livre, et encore quoique, c'est tout à fait possible. Et une fois que vous avez les bases de la protection sociale, donc sur un peu tous les sujets, le fonctionnement de la sécurité sociale, etc., à ce moment-là, moi, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est d'aller sur le site de l'EN3S, donc là, je fais de la pub, mais c'est vraiment comme ça que j'ai révisé, et en fait, c'est de lire les CQ Hebdo, donc c'est des newsletters qui sont hebdomadaires, où en fait, il y a un répertoire par risque, donc famille, recommandement, etc., et en fait, ça donne les nouveautés de ce qui se passe en ce moment. Donc ça, c'est très intéressant pour avoir un peu les dernières nouveautés, être à jour. Aussi la revue Regard, qui est très intéressante. Après, il faut un peu choisir les sujets. Maintenant, vous n'aurez pas trop le temps. Mais à choisir, j'irai vraiment sur la chaîne YouTube, où ce live sera retranscrit, pour aller voir en fait les rendez-vous de l'actu qui ont été faits. Il y en a 3 qui ont été faits par des élèves de notre promotion et d'autres par les promotions précédentes. Et je pense notamment à une vidéo que j'avais regardée sur faut-il instaurer un RSA jeune? Et en fait, dans cette vidéo, moi je pensais que ça allait parler que du RSA jeune, mais en fait ça a abordé vraiment
toute la protection sociale des jeunes. Donc allez la regarder si vous y pensez, on ne sait jamais, ça peut tomber là-dessus. Et puis n'hésitez pas à aller sur le site des organismes. Il y a des sites qui sont très bien faits, je ne dirai pas lesquels pour ne pas froisser les organismes, mais il y en a qui sont vraiment très bien faits. Donc n'hésitez pas à lire les rapports aussi du Conseil d'État. Il y a des rapports spécifiques à la protection sociale, donc vous pouvez lire les résumés qui font une dizaine de pages et qui sont vraiment au clair sur les enjeux. Et puis n'hésitez pas aussi à lire les meilleures copies des années précédentes, notamment en termes de substance, dans le sens où si le sujet a déjà été traité, attention, il peut retomber, mais dans les meilleures copies, si vous lisez 2 meilleures copies, vous êtes censé avoir la substance qui était attendue, et donc ça vous permet de balayer un sujet, de dire bon voilà, ce sujet c'est bon, je l'ai traité, et n'hésitez pas à raisonner par sujet, en disant voilà, qu'est-ce que je sais sur la protection sociale des jeunes, qu'est-ce que je sais sur la famille, qu'est-ce que je sais sur la vieillesse, sur la dépendance, voilà, n'hésitez pas à lire des rapports aussi. Et je rebondis sur ce que disait Lucille, l'importance de faire un brouillon, puisque pour ma part, comme je n'avais pas fait de prépa, malheureusement je ne m'étais pas trop entraînée, et je suis arrivée le jour J, et les 5 dernières minutes, c'était très très chaud. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un brouillon, parce qu'on se dit, c'est bon, j'ai les idées, mais plus le brouillon est détaillé, moins de temps on prend sur la rédaction. Et donc quand on se dit, mince, qu'est-ce que je voulais dire dans cette partie-là, quand il reste 5 minutes, on est un peu pas très bien, quoi. Donc voilà, l'importance de faire un brouillon et de s'entraîner. On va faire un autre concours blanc, donc ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas. On a des questions sur le chat sur les ouvrages conseillés. Ouais, justement, je voulais rebondir sur ce que Cécilia a dit. Donc avant les ouvrages aussi, dire Cécilia a dit qu'effectivement il y avait des sites qui étaient assez importants pour lire des rapports et lire des résumés. Moi, un conseil qu'on m'avait donné aussi et que je trouve assez intéressant, c'est on est tous sur les réseaux sociaux, ces organismes aussi, et généralement quand ils publient des rapports comme ça, ils font un petit paragraphe de synthèse notamment sur LinkedIn, où ils expliquent vraiment le contenu, il y a en 2-3 phrases les objectifs du rapport. Donc c'est vrai que moi je trouvais ça assez intéressant, parce que même quand on fait des posts sur les réseaux sociaux, ça peut permettre aussi de capter ces idées, de se donner aussi des idées, parce que des fois on n'a pas le réflexe aussi de se dire bon, je vais aller regarder tous les jours sur le site de l'IGAS ou du Conseil d'État, voir les derniers rapports qu'ils ont sortis, donc ça peut mettre en alerte, surtout si par ce biais-là on voit un sujet qui nous semble pertinent et intéressant d'étudier pour le concours, de se dire soit je lis vite fait le résumé, comme ça je pourrais m'en servir le jour du concours, ou soit véritablement c'est un sujet sur lequel j'ai envie d'avoir plus d'approfondissement, me marquer une note comme quoi le rapport est sorti et qu'il faut aller le lire. Et au-delà de ça, en termes de bibliographie, il y a plein d'ouvrages généraux sur la protection sociale qui sont très bien construits. Moi, le livre que je vous reconseillerais de lire, je mettrai la référence après dans le chat, c'est un livre qui s'appelle Leçons de questions sociales de Vincent Billeret, j'espère que je prononce bien son nom, aux éditions Ellipse. Juste brièvement, ce livre, en termes de contenu, il est assez daté, il date de 2014. Par contre, ce qui est très bien fait dans son livre, c'est qu'en fait ce sont que des corrections de sujets de protection sociale. Donc ça permet véritablement déjà de capter quelques informations, parce que même s'il n'est pas actualisé, il y a certains sujets, notamment si vous avez une partie historique à faire, qui peuvent être très intéressants, mais surtout ça vous permet véritablement de comprendre l'idée qui est attendue de l'épreuve de protection sociale, qui n'est pas une épreuve technique de législation de la sécurité sociale, qui n'est pas une épreuve de culture générale, mais véritablement la lecture de ces plans permet de s'imprégner de l'idée. Et je le trouve assez intéressant. Moi par exemple, pour un autre concours que je ne citerai pas, il y avait son plan qui était détaillé, et du coup en fait j'ai exactement repris la même logique que j'ai juste actualisé avec mes connaissances, et ça s'est très bien passé. Donc véritablement je pense que les ouvrages de connaissances de fond, vous pouvez les avoir par les cours, il y a plein d'ouvrages, je ne peux pas vous les citer, je pense que vous les connaissez, mais véritablement c'est un ouvrage pour approfondir et véritablement capter la méthodologie. Celui-là est vraiment recommandé. On avait une question aussi précédemment envoyée sur le niveau de connaissance attendu. Alors, juste pour aborder, compléter un peu ce qu'a dit Johan, c'est vrai que le programme de protection sociale est immense, c'est presque un puits sans fond. Et en même temps, je vous recommande vraiment pas de faire d'impasse. Alors, peut-être pas approfondir tous les sujets, les maîtriser tous, mais sincèrement, voilà, ne faites pas d'impasse. Et bien connaître, là pour le coup, voire maîtriser
le rôle de chaque institution, le rôle de chaque acteur dans le monde de la protection sociale, sécurité sociale, mais protection sociale dans son ensemble, ça c'est très important, notamment dans une copie, et sur un sujet sur lequel vous êtes assez peu inspiré. Bien connaître l'articulation des acteurs de la protection sociale, c'est en général un levier très, très bon pour s'en sortir, et puis les chiffres clés, les dates clés aussi, notamment celles relatives à l'actualité. Faites référence à l'actualité au moins sur un point, c'est toujours une plus-value. Parce que la partie historique en général est plutôt bien maîtrisée et souvent développée, voire même trop, dans la partie 1A notamment. L'actualité, d'ailleurs en règle générale, les sujets posés touchent à l'actualité. Hein, donc voilà. Et un dernier conseil peut-être qui s'adressera davantage peut-être aux internes et encore que, mais c'est un magazine auquel tous les organismes de sécu sont abonnés, ça s'appelle l'ESE, l'Espace Social Européen. Alors ça ne parle pas du tout que de la protection sociale européenne, loin de là, mais ça l'évoque aussi. Et là aussi, c'est un petit plus quand on sait placer dans une copie un point sur le point de vue de l'Union européenne, ça a quand même, en général, ça fait son effet. Et c'est un mensuel ou un bimensuel, je ne sais plus, vraiment hyper bien et qui touche à toute la sécu, toute la protection sociale. En général, vos organismes sont abonnés. Si vous êtes interne, vous pouvez demander à avoir l'accès gratuitement, sinon c'est payant. Alors on va peut-être finir de répondre aux questions un peu rapidement parce que là il est déjà 20h. Est-ce qu'il reste des questions pour la protection sociale? Non, c'est bon, on avait traité Non, les c'est questions bon qui étaient dans le questionnaire, donc s'il n'y en a pas d'autres Ok. sur le chat, on est bon. Bon, et bah très bien. Alors, donc on va conclure ce webinaire. Merci à vous d'avoir été présents et d'avoir posé des questions. On espère que ça vous a été utile. On va se retrouver en juillet pour un 3e webinaire, donc comme je disais, autour de la méthodologie des épreuves orales. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous encourage également à y assister. En parallèle, je vous rappelle que la 61e promotion propose aussi des concours blancs. Donc là, il y en a un qui vient de se terminer, mais on va en faire sûrement un deuxième. Voilà, et les infusions et les informations seront diffusées sur les réseaux sociaux. J'ai envie de rentrer. Les informations seront diffusées sur les réseaux sociaux, donc je vous encourage aussi à nous suivre sur LinkedIn et sur Facebook. Et voilà. Et par ailleurs, on est à votre écoute pour répondre à vos questions. Donc si vous avez encore des questions, vous pouvez nous les envoyer sur les réseaux sociaux, voilà, ou par mail avec l'adresse qu'on vous a donnée sur le concours blanc. On essaiera d'y répondre dans la mesure du possible. Voilà, donc on espère que ça vous a plu et à la prochaine, au prochain webinaire. Bon courage, au revoir. Bon courage, Bonne merci. révision. Bonne soirée.